La lumière décline, la pénombre s'installe, l'étoile du berger scintille timidement dans le ciel. Écoutons Baudelaire. La tombée de la nuit a toujours été pour moi le signal d'une fête intérieure. L'assombrissement du jour et le pointillement des étoiles éclairent mon esprit. C'est évidemment un plaisir pour la faculté de droit et d'économie de participer, aux côtés des juridictions et des professions judiciaires, à cette belle fête intérieure qu'est la nuit du droit et à ce lumineux pointillement des étoiles que sont les discours que nous allons entendre. Madame et Monsieur les présidents, Madame le procureur, Madame et Monsieur les bâtonniers de nos deux barreaux, votre présence dans nos murs pour écouter nos étudiants honore notre faculté. Elle révèle les liens étroits qui nous unissent depuis des années. Vous offrez des stages à nos étudiants, vous participez à nos formations, vous organisez avec nous des manifestations scientifiques et vous avez répondu présent encore ce soir. C'est une grande chance pour nos étudiants de voir que les professionnels du droit de Lille les accompagnent dans leur formation et de savoir également qu'ils les attendent à leur sortie de l'université. Car au-delà des métiers que nous exerçons, nous avons en commun une culture juridique, un raisonnement, un discours. Et c'est cette culture commune que nous célébrons ce soir. Quand on demande à un justiciable ce qu'est le droit, il pense au procès pénal, au code civil, et sans doute aux textes indigestes auxquels on ne comprend rien. Mais ce ne sont là que des manifestations du droit, et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Et cette partie cache l'essentiel. Le droit est avant tout un discours, une voix qui résonne. Ce soir, cette nuit, c'est ce talent du discours, c'est cette éloquence que nous mettons à l'honneur. Les étudiants vont devant vous, devant leur famille, devant leurs camarades qui sont présents dans cet amphi ou qui les regardent sur la chaîne YouTube de l'université, répondre à des questions ouvertes. A-t-on le droit de tout plaider? Y a-t-il trop de réformes? Faut-il avoir peur du droit? La justice est-elle juste? Y a-t-il des zones d'ombre du droit? Ils vont certes parler du droit, mais ils vont vous faire réfléchir, ils vont vous faire sourire, ils vont sans doute vous émouvoir par leurs propos. Qu'ils soient en première année ou en dernière année de leur cursus, les lauréats de cette nuit sont la vitrine de notre faculté et au-delà, la vitrine de cette jeunesse réunionnaise, conquérante, confiante, consciente de son rôle à jouer dans la société de demain. Au moment de leur céder la parole et de les appeler sur l'estrade, je les imagine sans doute un peu tendus. Alors je voudrais m'adresser à vous. Ayez confiance. Ayez confiance en votre talent. Ayez confiance en votre jeunesse. Plaidez, soutenez, argumentez, émerveillez-nous. Donnez le meilleur de vous-même. Et aussi, pensez à Baudelaire. Cette nuit du droit est notre fête intérieure. Soyez donc les étoiles qui l'illuminent et qui pointillent dans le noir. Alors c'est forcément un petit peu difficile de passer derrière le professeur Seub qui ouvre cette manifestation de manière un petit peu traditionnelle depuis sa création à La Réunion. Et je vais vous proposer d'aborder ensemble immédiatement le sujet qui était proposé aux étudiants de L1. Ce sujet, comme le professeur Seub le laissait entendre il y a un instant, c'est « La justice est-elle juste ?» Et pour argumenter sur cette question, nous avons donc non pas un, mais deux lauréats. Chaque année, nous nous permettons une petite exception pour ne pas choisir là où il faudrait pourtant choisir. Mais nous avons déjà choisi, puisqu'il y avait déjà pas mal de prestations. Et nous avons retenu donc les deux plus convaincantes. Et j'appellerai pour commencer, si vous voulez bien, Madame Elisa Gauthier, donc étudiante en L1, je vous demande de l'applaudir. Elisa, donc, qui va se diriger vers le pupitre, là-bas, et nous donner son point de vue sur la question, je vous rappelle, la justice est-elle juste? Mesdames, Messieurs, chers jury, j'ouvre ce concours d'éloquence alors que ça fait seulement un mois que je suis à la fac. Je suis donc un peu stressée. Je me retrouve ici devant vous pour répondre à une question qui m'a été posée. Mais quel rôle m'est donné de qualifier si oui ou non la justice est-elle juste? Alors que, comme vous avez pu le deviner, je ne suis ni juge, ni avocate, ni quelle autre profession qui serait donc bien plus apte à répondre à cette question. Actuellement, mes seules compétences en termes de droit, en termes de justice, se résument à 2-3 cours d'introduction au droit et de droit constitutionnel auxquels je ne comprends que la moitié des termes. Ce qui est contradictoire pour ma part, c'est que j'ai choisi ces études de droit
sans croire réellement à cette idée de justice. À ce que la justice soit juste et impartiale pour tous et à 100%. Ce qui est quand même le comble pour, on espère tous ici, une future avocate. Vous imaginez bien qu'une avocate qui ne croit pas en l'idée même de la justice, ça serait un peu comme un président qui n'écoute pas la moitié de la population qu'il est élu et qui passe toutes ses lois au 49.3. Mauvais exemple, plutôt comme un boulanger qui n'aime pas le pain. Toujours est-il qu'une question demeure cruciale. Comment se fait-il que la justice soit injuste? Ou alors, comment se fait-il qu'on pense que la justice soit injuste? Depuis petit, on nous apprend que la justice est juste, qu'elle est là pour régler de manière honnête et impartiale les différents conflits. Après tout, ne dit-on pas que le glaive de la justice n'a point de fourreau, ou bien que la justice vacille, que la justice doit être immobile, sinon sa balance vacille? Mais pensez-vous sérieusement que c'est ce qu'a pensé au plus profond d'elle-même la famille d'Adama Traoré lorsque les juges d'instruction, la justice donc, a conclu à un non-lieu en faveur des 3 gendarmes? Ou alors pouvons-nous réellement affirmer que la justice est juste en nous rappelant simplement l'affaire Dreyfus, qui d'ailleurs, petite précision personnelle, si la justice avait été un peu plus juste avec l'affaire Dreyfus, ça m'aurait grandement évité à moi et mes camarades d'étudier ce merveilleux article, que dis-je, ce très cher Émile Zola, qui, bon, m'a mis quelques obstacles à mon bac blanc de français, parce que, bon, 11 sur 20, c'est pas génial. Merci la justice. On peut donc légitimement nous questionner sur est-ce que la justice est juste? Après tout, me direz-vous, ce sont peut-être que des cas à part, des cas mineurs, des cas isolés, et que la justice fait de son mieux pour être juste. Que la justice avec un J majuscule fait de son mieux pour être complètement juste. Car après tout, sur le papier, la justice, cette institution qui est là pour régler de manière honnête et impartiale les différents conflits, là pour trancher si oui ou non vous êtes coupable, franchement, bien joué les romans. Mais est-ce que cette idéalisation que l'on se fait de la justice n'est peut-être pas si véridique? Et peut-être que ce sont juste notre perception qui change de cette justice, qu'avec le temps, qu'avec notre conception, qu'avec notre évolution, pardon, c'est cette justice qui change. Peut-être que la justice, comme l'a définissait John Rawls, a disparu. Et peut-être que ça nous rassure d'y croire encore. De croire que la justice est encore juste. De croire que toutes les personnes malveillantes sont emprisonnées. Certes, dans notre pays, la justice est juste. En tout cas, il faut l'admettre, elle essaye, elle fait de son mieux. Comparée à la justice rendue dans des pays pas si loin d'ici. Également, des actes tels que le viol, les violences sont encore trop peu condamnés par la justice et remettent donc en cause cette notion de justice juste auprès du plus grand nombre. Car, pour rappel, en 2022, seulement 1% des viols sont condamnés. Alors, peut-être qu'on peut juste comprendre que ce n'est pas la justice en elle-même qui est injuste, mais bien les personnes qui l'incarnent, qui la rendent injuste. Car en soi, comment pouvons-nous affirmer que la justice est injuste alors que la justice n'est qu'un simple terme? Un mot sur une conception, une idée sur une définition. Peut-être que ce sont simplement nous, les hommes, qui la rendent mauvaise. Et que par la corruption, les arrangements, les mauvaises condamnations, c'est à cause de nous que la justice est devenue injuste. Et je terminerai par dire que je pense qu'on a perverti la justice. Merci. Alors je vais peut-être proposer, oui, une réaction. Une petite réaction en disant que d'abord je salue votre courage, parce que je comprends que vous êtes une toute jeune étudiante. J'ai vraiment noté sur le fond, je dirais un petit mot là-dessus, mais véritablement de vraies qualités d'élocution. Un conseil peut-être un petit peu moins rapide sur le rythme, mais ça viendra. Et puis sur le fond, alors mes collègues et moi nous apprécierons, mais en tout cas vous prenez position et ça c'est important. Voilà. Donc je voulais saluer votre performance. Alors je suis très partagée en vous écoutant parce qu'à la fois je sais combien c'est un défi pour vous et vous l'avez relevé avec brio, donc je suis
extrêmement fière de vous, et je suis cependant un petit peu gênée, parce que vous oubliez quand même les cours de droit des personnes. Il se trouve que je suis votre enseignante de droit des personnes, et que ça me gêne un petit peu. Voilà, c'est tout. Merci, merci. S'il n'y a pas d'autres réactions, je vais vous proposer d'enchaîner et appeler donc au pupitre le deuxième lauréat de L1, donc Monsieur Ruben Virin, qui va nous... Un fan club évident, mais un fan club qui se mérite. Allez, nous vous écoutons. Mesdames et messieurs les membres du jury, chère audience, j'ai d'abord... Alors, pardon, la justice est-elle juste? J'ai d'abord pensé trouver la réponse en lisant les tribunes d'anciens gardes des Sceaux, en feuilletant mes cours de philosophie ou encore en discutant avec mon grand-père. Mais j'ai omis de me poser réellement la question. Alors, j'ai ouvert un dictionnaire. Et puis, j'ai constaté qu'il y avait autant de définitions du mot « juste » que de président de la Ve République. Par juste, on peut entendre égalitaire, équitable. La justice est-elle équitable? La règle de droit, qui est le socle même de notre justice, est équitable. Et elle possède plusieurs caractéristiques qui contribuent à la qualifier ainsi. Tout d'abord, elle est générale et abstraite. Et c'est d'ailleurs en ce sens que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen énonce « La loi doit être la même pour tous ». Son application sera alors identique, peu importe l'individu, quel que soit son genre, son âge, son milieu social ou sa profession. Ensuite, cette règle de droit, elle est obligatoire pour tous. Et comme le précise l'adage, « Nemo legem ignorare sensetur ». Nul n'est censé ignorer la loi. Que ce soit l'agriculteur, l'hôtesse de caisse, l'aviateur ou l'attaché de presse. De plus, tout le monde est confronté à la même sanction en cas de non-respect de la règle de droit. Et devrions-nous pas nous estimer heureux de vivre dans un système où l'homme encourt une sanction identique à celle d'une femme pour un même délit, alors que, non loin d'ici, au sein de quelques pays du Moyen-Orient, certaines ne peuvent même pas avoir le permis. Il est primordial aussi de ne pas oublier qu'en dehors de cette règle de droit, notre justice permet à toute personne le droit d'être jugé équitablement. Alors, pour beaucoup, juste correspond à équitable, et ces nombreux critères rendent ce caractère indiscutable. Alors oui, si l'on entend équitable par juste, la justice l'est. Mais par juste, on peut également comprendre moralement juste. Et notre justice est-elle moralement juste? Eh bien non. La morale, elle va s'opposer à notre précieuse règle de droit. Évidemment, même si elle aussi est une norme de conduite sociale, ses finalités diffèrent. Là où la justice va chercher à régir le comportement des individus dans la société, la morale, quant à elle, va opter pour une dimension d'amélioration des relations entre les hommes. Et non pas que je sois égoïste, loin de là, mais nous ne pouvons le nier, cet altruisme est et reste subjectif. Seul l'individu reste maître de ses valeurs et il demeure impossible d'étendre la morale à l'échelle d'une société et de la sanctionner. La justice, du moins, est incapable de le faire. Alors oui, parfois nous serons tous d'accord pour dire qu'il n'est pas moralement juste que le violeur multirécidiviste ne soit toujours pas derrière les barreaux, ou que le meurtrier ne soit condamné qu'à un simple sursis. Mais il serait hypocrite de ne pas reconnaître qu'il arrive aussi que le juge fasse parfois les bons choix. Des choix qui nous conviennent moralement et qui permettent de combler les imprécisions de la règle de droit. Morale, justice, vous l'aurez compris, le calcul est complexe. Et notre justice n'est pas toujours moralement juste. Alors, ce paradoxe entre équité et morale nous oblige, à défaut de trouver un idéal, à établir un consensus. C'est celui-ci que la justice incarne. Certes, la justice possède parfois des incohérences et des zones d'ombre. Et l'objet ici n'est pas de traiter le sujet de mes confrères de Master 2. Mais sans justice, il ne peut y avoir de paix, disait Martin Luther King. Et je dirais même que si nous voulons d'une justice plus juste, d'une société plus juste et d'un monde plus juste, c'est à nous de le créer. Avec nos actions envers notre prochain,
mais surtout avec nos choix. Nous avons la chance d'être dans un pays où le peuple est souverain, alors ne nous taisons pas. Écoutez, jeune homme, félicitations. Vous avez déjà une diction bien assise, et c'est quelque chose qui n'est pas facile, surtout voilà, pour quelqu'un qui est en première année. Donc je pense que vous avez de beaux jours dans l'éloquence devant vous, et je ne doute pas que nous vous retrouverons peut-être ici un jour ou l'autre dans les années à venir. Une vision très posée de la justice. Alors, est-ce que la justice est juste... c'est tout un sujet. Excusez-moi, je dirais que si elle l'était, ça se saurait, hein, pour l'avocat que je suis, et pour l'avocat que vous disiez vouloir être, mademoiselle, tout à l'heure. Il faut savoir que si vous voulez devenir avocat, il faudra surtout imposer la justice de votre client, et je pense que vous avez toutes les qualités pour le faire dans l'avenir. Bravo. Oui, donc les mêmes choses un petit peu que Monsieur le bâtonnier. C'est vrai, alors j'étais très curieux de connaître les définitions de la justice que vous avez trouvées, et ainsi que les noms des 5 présidents de la Ve République que vous avez évoqués. Non, mais c'est vrai que ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que vous avez fait... C'est vrai que je n'ai pas pris la parole pour tout à l'heure, mais c'était un petit peu la même chose. Ce qui est bien, c'est que vous avez, malgré effectivement votre jeune âge, un vrai charisme, une façon de vous poser, ce qui n'est pas évident à faire devant un tel public. Et aussi cette volonté pour vous, en donnant des exemples, peut-être on n'est pas totalement d'accord, on n'arrivera pas aux mêmes conclusions que vous, et je pourrais essayer de vous convaincre, mais je ne sais pas si c'est nécessaire. Mais vous, en donnant des exemples, je veux dire, quand je vous ai entendu, j'allais vous dire, bah, tiens, j'accuse le coup, en lien avec l'article de journal connu que vous avez évoqué. Et c'est vrai que cet effort que vous avez fait, vous, de trouver des exemples tirés des faits divers, et vous également d'étayer votre propos, je trouve que ça c'était vraiment très très bien. Voilà, merci à vous deux. Alors nous allons poursuivre, si vous le voulez bien, avec le sujet qui était proposé aux promotions de L2, donc de droit du Nord et du Sud. Le sujet était le suivant: il y en a assez des réformes en droit. Et sur ce sujet, qui a beaucoup inspiré des jeunes de 2e année, eh bien nous avons un lauréat récidiviste, il faut bien le dire, en la personne de M. Samuel Frédéric, donc, qui a déjà gagné l'année dernière et qui revient gagnant cette année encore. M. Frédéric, si vous voulez. Mesdames et messieurs les membres du jury, cher public, chers orateurs, bonsoir. Merci de me donner ce temps de parole. En effet, il y a des choses à dire. Je commence malheureusement par une mauvaise nouvelle. Mon médecin m'a déclaré migraineux. La raison, les nombreuses réformes intempestives du droit français. Plusieurs étudiants sont touchés par ce phénomène de réforme assourdissante, qu'elles soient nouvelles, anciennes et même parfois incompréhensibles. Aucun traitement n'est encore paru pour aider les étudiants en droit. Dalloz continue de chercher une solution. Prenons un exemple. La réforme du droit des contrats de 2016, provocatrice de nombreuses migraines, et d'un charismatique professeur de droit. Attention, prise de la voix adéquate. Vous l'aurez compris, la réforme de 2016 est fondamentale au sein du droit des contrats. Majeure pour les contractants, elle permet d'affiner ce que ce droit avait perdu avec le temps. Le droit des contrats, c'est l'avenir, les enfants, notre avenir. Et ceux qui ne lisent pas les contrats avant de les signer sont de piètres juristes. Oui, de piètres juristes. Vous pouvez en être sûr, vos migraines ne disparaîtront jamais.
il faut faire avec. La définition pure et stricte du mot réforme nous renvoie au phénomène de transformation. Transformation ne signifie pas évolution, ni régression. C'est le simple effet d'un regard nouveau, de nos perceptions nouvelles et de ce qui nous manque avant d'arriver à la perfection. Mais ne nous détournons pas du sujet principal. Réforme, oui, mais reste tout de même un supplice par son changement perpétuel. S'adapter constamment, réapprendre constamment. Cela me rappelle un peu le comportement de ma sœur, qui peut à tout moment changer et auquel je dois constamment m'adapter. Vous l'aurez compris, il y en a marre. Oui, il est difficile pour un juriste de voir des réformes nouvelles, constamment des lois nouvelles, autorisations et interdictions qui en découlent, prévues par le législateur. C'est à se demander si cette réforme en face de moi représente un réel intérêt dans ma vie. Vais-je avoir le droit de m'exprimer ou prendre position sur telle ou telle réforme? Les idées et les propos tenus dans les réformes proviennent-ils de réels spécialistes du droit, de volonté politique, ou même de l'intelligence artificielle? Quoique, les deux derniers se ressemblent beaucoup. Réformer les réformes aurait-il encore un sens dans notre démocratie? Comment lui ferais-je confiance? D'un côté, mon latin vous dira quare reformatio non amplius necessaria legis necessitas, mais mon côté mauricien, lui, vous dira dimunt papisa réforme constamment la loi. En clair, la réforme se révèle comme non nécessaire au droit, au risque d'en perdre notre latin ou notre mauricien. Un droit déjà compliqué qui n'a pas besoin d'être retouché pour devenir quelque chose de plus compliqué qu'il ne l'est déjà. Pour être plus simple, et en utilisant une image, la réforme, c'est la chirurgie esthétique, et le droit, c'est une personnalité de télé-réalité. Vous connaissez la suite? N'en abusons pas, au risque de créer une catastrophe. Vous l'aurez compris, accepter les réformes en droit, c'est être dénué de sens, ne pas se contenter de ce que l'on a, ne pas apprécier une stabilité permanente. C'est se faire du mal pour rien. Pardon, c'est surtout faire mal aux étudiants en droit. Face à toutes ces réformes, et pour conclure, mon corps et mon esprit ne suivent plus face à toutes ces réformes de droit et me répètent sans cesse, en remixant les termes de Daniel Balavoine, droit d'auteur oblige. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un juriste en détresse. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup. Je ne peux rester silencieux face à cette invitation fidèle du professeur Jean-Baptiste Seul, parce que j'étais jeune étudiant à Montpellier, on attendait que nos maîtres ne soient pas là, on faisait nos imitations dans nos couloirs. Là, je trouve que c'est vraiment génial de le faire là devant lui, avec une fidélité vraiment très très intéressante que j'ai transmise aux collègues. Merci encore. Merci. J'étais déjà là lorsque tu as remporté le prix de l'orateur il y a quelques mois, me semble-t-il, et que du coup Saint-Denis était revenu dans la course aussi, me semble-t-il. Tu t'exprimes super bien, tu as de l'humour, tu es fin, et tu n'es qu'en deuxième année. Donc quand tu vas arriver chez nous, ça va faire très très mal. Mais bravo. J'ajouterais que quelques notes de musique dans ce sublime amphithéâtre, c'était vraiment bienvenu. Bravo.
bravo pour votre humour, votre talent, votre plaidoirie qui était vraiment très agréable à entendre. Mais en vous écoutant, je pensais à un grand juriste qu'on ne lit plus du tout, c'est Ripert, qui s'était interrogé sur les réformes du droit. Et Ripert plaidait pour la stabilité de la règle de droit en disant que trop de réformes tuaient le droit finalement, que les praticiens n'arrivaient pas à suivre. Mais le danger de ne pas accepter les réformes, c'est de devenir un conservateur finalement et de refuser tout changement. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de réformes, on peut faire plein de jeux de mots, on vivrait sous un véritable harcèlement textuel, il y aurait une sorte de nomorée législative. Donc vous avez évoqué un professeur qui disait que les étudiants, les juristes qui ne lisaient pas les contrats étaient de piètres juristes. Eh bien, ce professeur vous rassure, vous n'êtes pas seul. Juste une dernière intervention. Ah ouais. Vous étiez pressé? Ouais. Donc moi je trouve que c'est vraiment extraordinaire. C'est la deuxième année que je participe à la Nuit du droit. Et chaque année on est un petit peu étonné. Alors avec le fait que toute coïncidence avec une personne ayant existé serait purement fortuite, il y a ça aussi. Mais alors en 2 années, il y a 2 choses qui m'étonnent, qui me marquent. D'abord les chansons. L'année dernière c'était Retiens la nuit, là c'est le SOS d'intérieur en détresse. Et aussi l'usage du latin. Et c'est vrai que moi, je reprendrai ce que vous avez évoqué, monsieur le professeur, c'est important de temps en temps, si vous allez à Paris, quand vous vous promenez, de regarder les bâtiments de justice. Et quand vous passerez devant le palais de justice de Paris, vous regarderez ce qui a mentionné, c'est pas loin sur l'île de la Cité, et vous regarderez un petit peu ce qui a mentionné, et alors, donc je n'utilise pas beaucoup le latin, mais là je vais le faire, il y a marqué « Tempus fugit, sed ius stat ». Ça veut dire que le temps passe, mais le droit reste. Et ce que vous avez essayé de démontrer, c'est que toutes ces réformes, effectivement, malgré ces chocs de simplification dont on nous parle depuis un certain temps, ça va un peu à l'encontre de ces grands principes qui étaient notamment évoqués par Éric Père. Merci. Merci. Nous allons donc passer maintenant au sujet qui était proposé aux étudiants de L3, promotion de L3, donc du Nord et du Sud. Et ce sujet était « A-t-on le droit de tout plaider ?» Et je me retourne là vers ma droite. « A-t-on le droit de tout plaider ?» Et nous avons donc une lauréate qui est également une récidiviste, donc c'est intéressant, après le vent fraîcheur de première année, les récidivistes. Et cette récidiviste, c'est Madame Mélanie Ribaud, que j'invite à nous rejoindre. A-t-on le droit de tout plaider? Pour répondre à cette question, mesdames et messieurs, je vous propose d'ouvrir avec moi ce que l'on pourrait considérer comme la Bible de la langue française, le dictionnaire. Car en effet, pour comprendre si tout peut être plaidé, il faut différencier la plaidoirie de l'avocat pour défendre son client et le plaidoyer auquel vous allez assister. Car, mesdames et messieurs, je me présente devant vous aujourd'hui pour plaidoyer sur la plaidoirie. C'est donc à travers une défense passionnée que j'essaierai de vous prouver que les avocats peuvent tout plaider autant que nous pouvons tout plaidoyer. Si vous tapez sur Internet les plaidoiries qui ont marqué l'histoire, vous trouverez une liste d'une dizaine de discours prononcés par des avocats, juristes, femmes ou hommes politiques défendant des sujets plus honorables les uns que les autres. Le droit à l'avortement par Gisèle Halimi lors du procès de Bobigny, l'abolition de la peine de mort par Badinter, ou encore la retranscription de la filiation d'un enfant né d'une gestation par autrui par Spinoza. Mais parmi ces apologies se cache celle de Maître Leclerc dans l'affaire des bébés congelés. Dans cette affaire, une mère de famille est accusée d'avoir tué 3 de ses nouveau-nés et d'avoir conservé pendant plusieurs années les cadavres dans son congélateur, à l'insu du reste de sa famille. Alors ici, l'avocat de la défense n'avait aucun droit fondamental à exposer. Aucune portée générale ne semblait s'installer. Au contraire, il s'agissait de défendre un acte criminel. Pourtant, l'apologie de Maître Leclerc figure parmi la liste des plaidoiries qui ont marqué l'histoire. Pourquoi cela?
Parce qu'acclamer un orateur ne signifie pas être en harmonie avec ses propos. Parce que plaider en faveur d'une personne ne signifie pas réfuter les preuves à son égard. En effet, Maître Leclerc commence son apologie par « il faut la condamner ». Paradoxal pour l'avocat de la défense. Mais ici, le but n'était pas un acquittement, mais plutôt une peine moindre. Car pour lui, il faut la condamner, pour des raisons politiques, des raisons humaines, des raisons sociales. Mais il faut comprendre les raisons de son acte. Alors oui, au plan moral, les avocats ont le droit de tout plaider. Ils ont même l'obligation de tout plaider, pour respecter le principe d'égalité des citoyens devant la loi figurant à l'article 6 de la DDHC de 1789. Mais en tant que bon juriste, vous allez sûrement me demander ce qu'il en est du plan légal. En somme, en tant qu'avocat de la défense, vous devez équilibrer vos responsabilités envers votre client et une multitude de règles éthiques et professionnelles. Vous avez un devoir envers la justice et l'équité, mais aussi envers la représentation juridique de vos clients. Vous devez respecter les lois, vous devez respecter les procédures, mais aussi obtenir la décision la plus favorable à votre partie. C'est un jeu d'équilibre qui s'installe sur vos épaules à partir du moment où vous enfilez la robe. Bien sûr, nombreux sont ceux qui arrivent à trouver cette stabilité. Sinon, qui défendrait Salah Abdeslam lors du procès sur les attentats du 13 novembre? Qui défendrait Nordal Lelandais dans l'affaire du meurtre de la petite Maëlys? Qui défendrait Jonathan Daval dans le procès pour le meurtre de sa femme? Nombreux sont les accusés qui doivent être représentés. Mais qu'en est-il des plaidoyers? Ces discours en faveur d'une cause pouvant être amenés par n'importe quelle personne touchée? Qu'en est-il de notre liberté de nous exprimer? Ce droit pour toute personne de pouvoir exprimer ses opinions par tous les moyens qu'elle juge opportuns? Ce droit qui a permis à Badinter de se placer dans cette liste des discours les plus mémorables en défendant l'abolition de la peine de mort? Ce droit qui me permet de me présenter devant vous aujourd'hui. Alors oui, j'aurais pu venir pour défendre des opinions controversées, dérangeantes, critiquer des idées et des valeurs, sans avoir peur de subir de représailles. Pourtant, cette liberté est à contraster et ne peut pas interférer avec d'autres garanties de la Charte des droits et libertés de la personne. Elle ne peut pas justifier de propos racistes, sexistes, homophobes, de l'incitation à la haine ou l'appel à la violence physique contre des individus. Cette liberté est fondamentale, mais reste encadrée. Alors, pour conclure, ces 5 minutes que vous m'avez accordées, j'espère vous avoir convaincu que nous avons le droit de tout plaider ou de tout plaidoyer, tant que ça reste encadré. Bien volontiers, félicitations, madame, vous avez dit énormément de choses qui sont importantes et vraies. Il y a ici beaucoup d'étudiants et je voudrais leur dire que c'est important de se plonger justement dans ces plaidoiries des grands avocats parce qu'on y trouve tout, on y trouve le droit, on y trouve l'humanité et on y trouve surtout, et bien entendu, le talent. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a des ouvrages qui reprennent ces plaidoiries. Il y a vraiment des choses intenses à en retirer. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de temps en temps de vous arrêter là-dessus et de prendre connaissance des plaidoiries de nos grands avocats. Sur le principe, et vous avez raison, toute cause doit être défendue. C'est une évidence dans notre société, mais ça n'est pas toujours évident pour tout le monde. Mais vous avez raison, chaque cas doit trouver un avocat et c'est l'honneur de notre profession de les défendre tous. Ça, c'est une chose. Et après, effectivement, on ne peut pas tout dire dans la plaidoirie. On ne doit pas forcément épouser la cause que l'on défend parce qu'elle n'est pas forcément toujours juste en soi. En revanche, et ça, c'est un grand bonheur de cette profession et de son exercice, c'est que nous avons vraiment une très très grande liberté d'expression que vous avez rappelé. Il fut un temps où on prêtait serment de respecter les institutions. C'est un autre temps, même si nous continuons bien entendu à les respecter. Mais moi, un de mes grands bonheurs, à ce temps où tout devient plus pressé, plus technique, plus compliqué, c'est de pouvoir effectivement rentrer dans l'arène et puis de dire ce que j'ai à dire, aussi bien sur le dossier que sur ma façon de voir les choses. Et je sais les magistrats de respecter strictement voilà, cette
autorisation de la loi et de toujours nous écouter, même si parfois il peut nous arriver de dire des bêtises. Voilà, donc bravo, vous avez vraiment bien cerné le sujet, vous avez dit des choses très importantes, très intéressantes, et d'une façon formellement, là aussi, très intéressante. Je vous félicite, madame. Vous suivrez évidemment les conseils de monsieur le bâtonnier. Et je puis vous dire qu'en ma qualité de magistrat, je constate chez vous une grande éloquence, une très grande facilité, une expression très facile, si je puis dire. Et puis une éloquence aussi bien dans la diction que dans votre façon d'être. Vous captivez votre public et on suit votre raisonnement, même si parfois vous interpellez votre public. Bravo. Eh bien, nous allons passer maintenant à l'annonce du sujet qui a été proposé aux étudiants de M1 en droit, donc toutes filières confondues. M1, donc patrimoine, affaires, justice, procès, procédure, donc tous les M1. Et le sujet était « Doit-on avoir peur du droit ?» Sur ce sujet, qui fait déjà un petit peu peur, nous avons donc un lauréat, en la personne de M. Quentin Kessari, donc étudiant en Master 1 de droit des affaires. Je vous demande de l'encourager. Mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs en grade, titre et qualité, cher public, doit-on avoir peur du droit? Parler de la peur et du droit, c'est parler de la même chose. C'est pour cela que je suis tenté de vous répondre que nous devrions avoir peur du droit. Car, naturellement, le droit conduit à la terreur. Et les premières années seront tout à fait d'accord avec mon avis. Imaginez un étudiant qui se prétend à des études de droit pour avoir de l'argent, pardonnez-moi, pour défendre la cause des honnêtes gens. Il se doit apprendre certaines maximes juridiques. Ubi societas civius, speciala renalibus derogant, pacta sut servanda, nemo senesitur ignorare lege, ubi lex non distinguit non distinguere tebemus. Réaction de cet étudiant: est-ce une sorcellerie? Des maximes tirées d'un grimoire, une sorte d'obsécration. Il y a de quoi susciter une crainte légitime chez cet étudiant qui nous demande de parler dans une langue, pardonnez-moi, mais dans une langue morte. Il ne se manquera pas de s'offrir une frayeur lorsqu'il apprendra les rouages de ce droit exorbitant, que dis-je, ésotérique, où le juge devient législateur, où le gouvernant devient juge, où la jurisprudence devient loi. Ce droit si troublant que son nom ne sera pas prononcé. Mesdames et messieurs, derrière le droit, en son ombre, et vous le savez, il se cache une sanction. Cette sanction est également celle qui suscite la crainte chez les sujets de droit, et ils devraient en avoir peur. Rappelez-vous tout de même des peines de la supplicia romaine. Un chien, un coq, un singe et une vipère, vous voilà dans un sac jeté à la mer. Pour l'éternité. Et l'éternité, c'est long. Surtout vers la fin. Voici ce que le droit nous a proposé pendant longtemps encore comme sanction au crimen. Et la peur de la sanction se fait toujours ressentir aujourd'hui lorsque je sais pertinemment que j'ai un défaut d'assurance de 3 mois et que les soldats du droit s'apprêtent à me contrôler dans une embuscade. Si là le droit ne vous fait pas peur, moi, il me terrifie. Et je suis encore plus terrifié lorsque je dois tenir ce discours à l'occasion de quoi? De la nuit du droit. Ainsi le droit s'exprimerait-il qu'à des heures perdues, lorsque le soleil a disparu, lorsque les ombres se confondent sous la lueur de la lune, lorsque les esprits les plus subtils se réunissent. Ces esprits en robe noire,
jusqu'à pas d'heure. Il ne leur manquerait plus que, vous savez, cette sorte de gros livre, ce grimoire, dont le sang en est la couleur. Si le droit ne devait pas nous faire peur, alors il n'y aurait pas de nuit du droit. Il y aurait la journée du droit. Mais voilà, nous voilà réunis dans cet amphithéâtre, telle une secte, pris dans l'art de l'incantation. Ou peut-être est-ce de l'éloquence. Mesdames et messieurs, le droit est l'effroi. Et nous devrions en avoir peur, car si personne ici n'a peur du droit, sachez que le droit vous insufflera cette peur. Et comme disait un grand homme, quoi qu'il en coûte. En guise de péroraison, permettez-moi tout de même de vous inciter à vous poser les bonnes questions. Mesdames et messieurs, avez-vous peur du droit? Ou est-ce le droit qui a peur de vous? L'affirmation de l'une voudra la négation de l'autre. Et vous constaterez que le droit se révèle être des plus funestes. Merci Monsieur Kessari de nous revenir. Vous aviez été lauréat en première année. Vous avions découvert, vous veniez du tampon, et vous aviez gagné en première année. Vous avez récidivé en deuxième année et vous avez gagné une pause en troisième année. On s'est dit, que se passe-t-il? Et il revient en master et il l'emporte. Toutes mes félicitations. Voilà. Effectivement, pareil, c'est pas la première fois que je t'entends. Et à chaque fois, on a toujours un peu peur, parce qu'un peu comme un film dont on nous a tellement parlé, on s'attend à quelque chose, on a peur d'être déçu. Et en fait, je suis jamais déçue. Donc bravo. Je vais dire un mot, mais moi j'ai pas vraiment de mots parce que, très sincèrement, c'est la première fois que j'assiste et que je vous entends. J'ai trouvé vos camarades excellents, mais là, j'ai pas de mots. C'est-à-dire j'ai été transporté, c'était poétique, c'était précis, le style il est parfait. Donc d'ailleurs, je souhaitais pas. C'est pas un jugement là que je porte, c'est vraiment une appréciation. Vraiment bravo, parce qu'on a passé, moi j'ai passé en tout cas un excellent moment. Et bravo pour cette prestation. Je ne vais pas dire grand-chose, mais moi je me suis sentie au théâtre. J'avais l'impression d'assister à une représentation théâtrale, et peut-être est-ce l'artiste en vous qui a donné lieu à cela. Bravo, monsieur. En tout cas, moi, je ne suis pas sûre de ne pas avoir peur de vous, parfois. Merci. On va poursuivre, si vous voulez bien, et terminer avec le dernier sujet qui était proposé, un sujet dédié aux étudiants de Master 2. Le sujet, alors un petit peu plus compliqué peut-être, Master 2 oblige, était celui des zones d'ombre du droit. Et nous avons donc une lauréate en la personne donc de Marie Frété, donc, qui est une étudiante en Master 2 de droit des affaires et qui va venir nous présenter sa prestation. Quid? Un mot, 4 lettres, est la cause des névroses de beaucoup de juristes. Quid, pour les non-juristes ou moldus, est à rapprocher des expressions comme « qu'en est-il d'eux »,« que penser d'eux »,« quoi » ou « qu'est-ce que c'est ». Adeptes des locutions latines, nous aimons nous compliquer la tâche. Puis nous nous interrogeons sur pourquoi est-ce qu'elle est aussi compliquée. Alors, serions-nous masos ou tout simplement fous de vénérer un droit qui nous laisse dans le doute et nous cache tant de secrets? L'amour rendrait-il vraiment aveugle? Vous l'aurez remarqué,
Le titre de mon sujet n'est pas une question. Il n'y a pas de point d'interrogation, il s'agit d'une affirmation, les zones d'ombre du droit. Et il y en a beaucoup, j'en découvre tous les jours. La simple hypothèse que le droit soit limpide et clair n'existe tout simplement pas. Ou alors, ce n'est pas moi qui vous en convaincrai. Le droit, aussi absurde et imprévisible qu'il puisse être, renferme une part cachée. Et l'incertitude est, de tous les tourments, le plus difficile à supporter. Mais le droit est aussi vecteur de valeurs, comme la résilience et la persévérance. Chaque année, des milliers de lycéens cocheront sur leur interface Parcoursup « Faculté de droit ». Ils le feront sans savoir ce qui leur réserve, un corps perdu et l'âme grande ouverte. Pourquoi? Parce que, comme nous tous, l'adversité, la difficulté, l'obscurité nous fait vivre et vibrer. Si tout était toujours si simple, s'il n'y avait sur nos routes aucune embûche, apprécierons-nous autant la balade? Les zones d'ombre du droit, pour n'en citer que quelques-unes, le traitement de la fin de vie en France, le IRL, certains attendus de la Cour de cassation, pourquoi certains choisissent le droit public? Un article de loi ne stipule pas. Tant de questions et trop peu de réponses. Mais arrêtons-nous quelques secondes et regardons derrière nous. Nous avons déjà changé tant de paradigmes, d'ombre au tableau, tant de luttes menées qui nous semblaient jusqu'alors inatteignables. Des rêves éveillés, devenus réalité. Celui de Jeanne Chauvin, première femme avocat à plaider, ou celui de Victor Hugo contre la peine de mort, dans un pays démocratique où ça existait encore. Enfin, celui de Simone Veil, pour le droit à l'IVG, dans un hémicycle bondé d'hommes qui trouvaient cette idée inconcevable jusqu'alors, à tort. Le droit est mouvant, comme le sable peut-être, mais indispensable sûrement. Alors, on tentera de parer tous ces mystères par des réformes. Et non, ce n'est pas pour plaisir de nous faire acheter un code civil chaque année. Quoique. C'est que vit en nous ce besoin de trouver des réponses. Se questionner, c'est être vivant. Et comme le disait Einstein, nous devons apprendre d'hier, vivre aujourd'hui et espérer pour demain. Il y aura toujours des questions, car il y aura toujours des zones d'ombre. Mais ce sont celles-ci qui nous ont formés et nous formeront, nous juristes, pour être non pas des ennemis mais des alliés. Nous sommes une seule et même grande famille. Du magistrat à l'avocat, du greffier au commissaire, du professeur au personnel administratif, à toutes ces personnes qui permettent que notre système juridique fonctionne encore. C'est lorsque nous unissons nos forces, travaillons d'un seul corps, que nous illuminons certaines zones d'ombre. Et je crois fondamentalement que ce qui est partagé est forcément plus apprécié. Nous ne craignons pas de nous mettre au soleil, surtout à La Réunion. Alors ne craignons pas de questionner, de nous tromper et d'apprendre. Celui qui ôte le doute éclaire les autres. Et bien que ce soir soit la nuit du droit, les lanternes de nos esprits ne s'éteignent jamais et montrent toujours la voie. Vous savez, le but de l'éloquence n'est pas tant de savoir s'exprimer, mais d'être convaincu par ce que l'on dit. Et puisque mon temps est limité, mes choix doivent être à la hauteur. C'est ma dernière année à l'université. Je ne crains plus l'ombre. Je suis prête à briller. Merci vivement, madame, et je vous prie d'excuser
fait que j'ai écorché votre nom, Marie Ferté. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut réagir sur moi. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Quelqu'un? Moi, je me donne la parole. Et je vous dirais que j'aime... les styles qu'on a eus ce soir et notamment le vôtre sont très différents les uns des autres. C'est ce qui fait aussi que la soirée est intéressante et riche à mon sens. Mais j'aime particulièrement votre style et votre façon de captiver l'auditoire. Voilà, je tenais à vous le dire. Alors également, j'hésitais à prendre ce micro parce que vous arrivez à un moment, effectivement, c'est votre dernière année d'université, c'est ce que vous dites, et c'est le moment des choix, c'est le moment d'être rassuré, de se rassurer. Moi je pense effectivement que vous avez toutes les qualités pour embrasser toutes les professions que vous venez de mentionner. Ce qui m'a intéressé dans votre prestation, je disais tout à l'heure, elles ont toutes été brillantes, c'est effectivement qu'il y a à la fois du sérieux, du fond, et en même temps vous avez su nous faire sourire. Et c'était par petites touches comme ça distillées, et c'était très agréable. Donc, en tout cas, moi, je vous félicite pour ce que vous avez fait. Bon, moi, j'ai déjà épuisé mon temps de parole, mais bon, comme vous le méritez bien, je vais vous féliciter en 2 mots. Bravo, parce que le sujet n'était pas facile, et puis voilà, c'était clair, c'était captivant, c'était intéressant, et effectivement, notre droit ne manque pas de zone pour moi. Merci. Alors, on va vous inviter à regagner votre... Arrive le moment de la fin du micro. Donc, arrive le moment attendu, redouté par les lauréats, celui où le jury se retire pour délibérer et choisir son coup de cœur, c'est-à-dire le lauréat des lauréats. Étant entendu que de toute façon, certes c'est important le titre, mais vous avez tous d'ores et déjà gagné, on vous le dira dans un moment, mais c'est important quand même qu'il y ait un lauréat de la soirée. Et donc on va vous laisser un instant avant de revenir vers vous. On aurait pu faire une délibération de 3 heures, genre c'est compliqué, parce que objectivement vous êtes tous très talentueux. Mais le cocktail étant prévu derrière, vous comprendrez qu'on a fait un peu court. Et il faut être honnête, les prestations sont toutes très intéressantes, toutes très différentes, toutes très prometteuses, je pense notamment à nos étudiants de première année. Mais il fallait choisir un lauréat, et nous avons choisi à l'unanimité, de désigner donc coup de cœur du jury, c'est-à-dire le lauréat des lauréats, mais qu'est-ce qu'elle est longue, quand est-ce qu'elle va cracher le morceau. Nous avons choisi donc de désigner Monsieur Quentin Kessari. Peut-être une réaction. Encore une fois, véritablement, ça a été peut-être rapide comme délibéré, mais difficile. Et moi, ce que je souhaite, donc vous avez entendu que vous êtes désigné comme lauréat de lauréat, mais vraiment, j'ai été impressionné par tous, quels que soient les âges, et aussi par vous, qui entrez en droit en première année. Je vous ai trouvé courageux, au pluriel, dynamique, également vous, mademoiselle, donc tous, mais il fallait en choisir un, et c'est effectivement le choix que nous avons fait, mais félicitations à tous. Vous allez évidemment être gratifié d'un certain nombre de cadeaux, comme chaque année, avec nos partenaires avec lesquels nous avons travaillé pour organiser la nuit du droit. Et donc votre premier cadeau, vous le savez, c'est de gagner le stage de votre choix. Donc ça, c'est pas négligeable quand même. Donc on vous invite, comme chaque année, à nous faire remonter les souhaits qui sont les vôtres. Et auprès des partenaires, on vous trouvera le stage de votre choix. Donc je pense que c'est un vrai beau cadeau, et je remercie vraiment tous les professionnels qui s'impliquent, parce que c'est vraiment hyper précieux dans le cursus d'un étudiant d'avoir ces opportunités. Et puis vous avez également le professeur Sub qui vous a préparé des ouvrages pour vous donner, et puis vous avez en latin, notamment, mais pas que, je sais qu'il y avait quelques mauriciens aussi. Non, aussi. Donc en latin mauricien ou en langue morte, quoi. Et on fera
fera également, comme vous l'avez compris, eh bien, vous aurez comme chaque année un bon d'achat en librairie. Voilà, donc pour vous permettre de lire bien autre chose que du droit, c'est aussi important. Voilà. On vous félicite encore et on vous invite, si vous le voulez bien, à nous rejoindre pour faire les photos. On va peut-être profiter de l'estrade. Les photos, comme chaque année, et donc les familles amies, n'hésitez pas à bombarder, c'est fait pour. Et vous serez gentils de m'envoyer les photos. Merci. On peut applaudir le lauréat des lauréats et tous les lauréats. Moi je fais pas ça moi.